Marie fait 1872 euros d'économie par an depuis qu'elle est devenue propriétaire. Bonjour, je suis Pierre-Alexandre, fondateur de Coachimo, et tout ce mois de juillet, j'organise des lives tous les jours pour vous apporter des informations si vous êtes dans un processus d'achat d'une maison, d'un appartement, en tant que résidence principale, locative ou saisonnière. Puisque dans ces parcours d'acquisition, il y a quand même beaucoup de choses à savoir pour le coup. Là où on peut avoir des meilleures conditions et faire de grosses économies. Donc, ça s'adresse bien à vous si vous souhaitez faire l'acquisition d'une maison, d'un appartement, d'un terrain, que vous voulez le faire de manière sereine et surtout de faire de grosses économies en ayant toutes les informations nécessaires pour la réalisation du projet. Aujourd'hui, je vous propose une étude de cas d'une cliente qui est venue me voir en courtage de prêt, donc courtage que je fais encore aujourd'hui, pour acheter son appartement dans centre-ville, en centre-ville de Caen. Et Marie, quand elle est venue me voir, elle avait des interrogations sur la rédaction de son compromis et également l'obtention de son financement aux meilleures conditions. Donc, je l'ai reçu comme d'habitude pour le coup. J'ai pris les documents, j'ai fait une étude patrimoniale simplifiée pour elle et j'ai présenté son dossier. Je l'ai défendu en banque pour qu'elle puisse avoir les meilleures conditions possibles. Dans cette étude de cas, on va voir que Marie fait des économies tous les mois, ce qui fait que tous les ans, ça répercute et ça fait 1872 euros d'économie, ce qui fait 156 euros par mois. En fait, Marie, quand elle était locataire de son appartement et qu'elle a voulu déménager suite à l'obtention de son contrat de titularisation dans la fonction publique, elle louait son appartement 658 euros par mois. Et elle a pris un appartement, pas très loin pour le coup, qui aujourd'hui lui coûte 502 euros en étant propriétaire. Donc, ce qui fait que tous les mois, elle fait 156 euros d'économie depuis qu'elle est propriétaire. Donc, elle gagne finalement de l'argent en ayant un appartement qui soit de la même taille à quelque chose près et elle est devenue propriétaire. C'est-à-dire que du coup, depuis, elle ne paye plus un loyer pour une personne, mais elle capitalise un bien immobilier pour elle-même pour les années futures. Donc, ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'elle est devenue propriétaire et donc du coup, elle en est très contente et aujourd'hui, elle me rappelle également pour qu'on puisse modifier une enveloppe pour pouvoir faire des travaux qui n'étaient pas prévus initialement. Et voilà, donc ce sont des choses importantes de souligner qu'on peut faire des économies quand on devient propriétaire, mais il faut savoir que dans une grande partie des cas, on se pose pas forcément cette question-là, puisque on sait que par exemple, si on vit dans 100 mètres carrés, on veut retrouver 100 mètres carrés. Si on vit à tel endroit, globalement, on veut avoir les commodités de tel endroit. La plupart du temps, quand on est locataire, quand on est propriétaire, c'est pour avoir plus ou moins ce qu'on a aujourd'hui, voire mieux, et mais l'acheter en fait. Donc, se pose la question de savoir, en tant que locataire et propriétaire, quand est-ce qu'on gagne de l'argent. Il y a des choses importantes à savoir parce que là, dans cette étude de cas, effectivement, Marie fait des économies. Mais c'est pas tout le temps le cas, puisque la plupart des gens ne se posent pas la question que quand ils achètent en copropriété, par exemple, il y a des charges en tant que location qu'ils ne payent pas. Les charges qui sont aux propriétaires. Ils payent les charges locatives, certes, mais il y a des charges comme les frais de syndic qui ne sont pas imputés directement quand on est locataire. Également, il y a des frais importants qu'on ne prend pas en compte, comme les travaux. Quand on habite, par exemple, dans un immeuble de n'importe quelle génération, finalement, il peut y avoir des travaux et les travaux sont incombés aux propriétaires quand on est locataire à titre particulier. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais vous donner mon exemple personnel. On a eu des gros travaux dans un appartement que j'avais donc en 2011. Et dans cet appartement-là, initialement, la toiture était un peu pourrie pour le coup. Il y avait de la vermoulure et donc des structures qu'il fallait changer ainsi que refaire une partie de la toiture. Ces frais-ci donc ont été incombés à l'ancien propriétaire puisqu'on l'avait négocié comme ça. Et donc, du coup, les frais qui ont été liés à l'ensemble de cette rénovation-là leur ont été incombés. Par contre, autre chose et belle surprise que j'ai eue un dimanche matin en voyant les pompiers arriver et en voyant des étais de partout, en fait, une poutrelle maîtresse a commencé à ploire sous son propre poids et le bâtiment a été étayé par les pompiers, en fait.
le temps qu'une expertise passe. Et au final, la poutrelle, le changement de la poutrelle, son renfort, ainsi que tout ce qui est en base, solivage, plancher, réisolation, et également un mur de séparation de cloison qui a été changé. Les coûts des travaux ont été montés à 56 000 € à peu près, 56 800 je crois. Ces 56 000 ont été divisés par le nombre par les parts représentatives de propriétaires, en fin de compte, donc ce qu'on appelle les tantièmes de propriété. Et dans mon appartement, j'ai dû payer 2 800 € de frais. Parce que en fin de compte, l'appartement était à moi. Si là j'avais été en location pour cet appartement-ci, je n'aurais eu 0 € à payer. J'aurais juste subi les travaux avec les nuisances. Sauf que quand on est propriétaire, on se pose pas forcément cette question-là. Donc oui, on fait des économies. Mais il faut quand même prévoir qu'il peut y avoir des travaux et dans un appartement, par exemple, on peut demander les assemblées générales et tout ce qui a été donné dans les articles d'assemblée générale. Et en fait, dans ces documents-ci, vous allez avoir toutes les propositions de travaux qui ont été votés ou qui n'ont pas été votés lors de l'assemblée générale, et ce sur 3 ans. Donc, par exemple, si vous avez eu dans l'assemblée générale N-3, donc il y a 3 ans, une demande de réfection de la façade, par exemple, une rénovation de façade, qu'elle a été pas votée il y a 3 ans, qui n'a pas été votée il y a 2 ans, l'année dernière non plus, dites-vous quand même que, par exemple, l'année prochaine, ça risque d'être voté. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne prend pas forcément en compte et qui peut forcément coûter très cher dans la balance. Et comme je vous l'ai dit, ça, ce sont les travaux. Donc là, on a été sur un point qui est plus extrême. Mais dans les coûts qui sont minimes et qu'on peut représenter tous les mois, il y a les charges charges en tant que propriétaire qui sont liées au syndic. Donc, à bien demander quand vous faites des visites, à avoir les rapports détaillés des charges et savoir à quoi ça correspond, tout simplement. Parce que si vous payez, je vais vous dire une bêtise, mais si vous payez 40 € dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, c'est embêtant parce que les charges peuvent parfois sauter, tout simplement parce que des provisions ont été pas suffisantes. Ça m'est arrivé dans un autre appartement sur lequel la provision d'eau qui était commune à l'ensemble de l'immeuble et qui était ensuite divisée par les tantièmes. Donc ça, c'est une vieille façon de faire pour le coup. Maintenant, aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça dans les nouveaux immeubles, fatalement. Et en fait, à la fin de l'année, il a fallu payer 790 € de régule de charge sur de l'eau froide. Donc c'est un peu embêtant pour le coup. Donc il faut bien regarder les documents. Et ce sont des choses importantes à avoir. Également, si vous devenez propriétaire d'une maison qui n'est pas en copropriété, juste info importante, forcément, quand on est locataire, la façade est décrépie, elle est refaite, le propriétaire paye. Les huisseries, fenêtres, portes à changer, propriétaire qui paye. Quand on est propriétaire et qu'on se dit, on va faire des travaux de rénovation, et c'est vous qui payez. Donc, ce sont des choses importantes à voir et ça se voit dès le départ dans la visite, en posant des questions, en regardant des documents, potentiellement des diagnostics, par exemple, ça peut aider. Des choses qui sont parfois trop souvent oubliées, par exemple, le diagnostic, que je trouve dommage d'ailleurs, parce que à juste titre, le vendeur paye des diagnostics pour donner un état de sa propriété avant la vente. Beaucoup de personnes disent que c'est des conneries, parce que c'est juste rajouter une étape supplémentaire et payer. Dans un autre sens, vous allez avoir des documents détaillés pour savoir réellement ce que vous avez dedans. Donc, vous allez avoir dedans des informations importantes pour, par exemple, pour les travaux derrière. Ça, on va y revenir pendant ce mois de juillet. Mais vous allez avoir des informations importantes, par exemple, sur de l'amiante, sur du plomb. Donc, si vous faites intervenir des artisans, il faudra leur donner les documents, savoir où c'est, parce que ils peuvent pas forcément s'exposer à tous ces types de matériaux dangereux. Qui parfois également on dit que c'est pas dangereux parce que pas dégradé, etc. Toujours est-il que c'est présent. Les diagnostics de performance énergétique, là, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais pour le coup, il y a une note et bêtement, aujourd'hui, le législateur, donc l'État, se réfère à cette note-là pour certaines choses. Donc, du coup, c'est quelque chose d'obligatoire. Ça peut faire partie également de votre axe de négociation. Maintenant, c'est de plus en plus présent. D'ailleurs, on le voit de plus en plus, alors qu'avant, en immobilier, en 2010-2013, personne ne négociait sur les diagnostics. Quasiment pas. Donc voilà, ce sont des choses qui sont importantes. Donc de locataire à propriétaire, effectivement, on peut faire des économies, mais c'est pas forcément toujours le cas. Autre chose, le prix du marché. C'est important parce que le prix du marché, vous allez avoir des endroits où être locataire coûte moins cher que devenir propriétaire. Je prends l'exemple de Paris. Paris, aujourd'hui, vous allez avoir des personnes qui
veulent acheter absolument un bien sur Paris. Le prix du mètre carré est extrêmement élevé pour le coup. Et quand vous êtes en location, vous allez avoir peut-être plus de facilité à trouver en location, à payer peut-être un loyer de 1 000 € par mois, voire plus, même souvent plus d'ailleurs, que d'acheter pour 2 000 € par mois, parce que l'équilibre en fin de compte entre les loyers et la propriété ne sont pas forcément réels. A contrario, par exemple, vous allez avoir des endroits où il coûte plus cher de louer que d'acheter. Par exemple, il coûte plus cher de louer dans des régions, par exemple, je vous donne un exemple, dans Normandie, à Lisieux. À Lisieux, aujourd'hui, le montant locatif est relativement important par rapport à ce qu'on peut avoir quand on est propriétaire. Et ça donne des bonnes opportunités, par exemple, de placement et d'investissement immobilier pour vous. Donc voilà, ça c'est des choses importantes. Le dernier point que je relève, c'est le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est la capacité maximum que vous avez à répondre à vos crédits et vos obligations financières. Globalement, il était de 33%, il est passé à 35% depuis que le Haut Conseil de stabilité financière a décidé de faire l'augmenter pour pouvoir relancer des projets. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que si vous maximisez dès le départ ce montant-là, donc vous allez au maximum de votre endettement, vous allez avoir difficulté d'avoir la capacité d'emprunter pour acheter du locatif, du saisonnier par exemple, ou du secondaire, ou même d'acheter pour une voiture. C'est peut-être bête, mais ça rentre dans vos critères. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Et parfois, il est peut-être plus utile d'avoir d'autres axes de négociation, par exemple, sur le montant du bien pour pouvoir arriver à emprunter quasiment le même montant tous les mois en remboursant votre crédit tous les mois que votre loyer finalement. C'est-à-dire que si vous remboursez tous les mois, si vous avez tous les mois 700 € de loyer, par exemple, achetez quelque chose à 700, 750, c'est 800 par exemple de loyer. Allez pas plafonner forcément à 900 ou 1 000 €. Après, ça dépend de votre projet, ça dépend effectivement de ce que vous voulez faire après. J'ai eu plein de clients qui ont souhaité plafonner au maximum parce que ils voulaient avoir exactement ce qu'ils souhaitaient. Donc, ce sont des choses qui sont pour le coup importantes à réfléchir dès le départ et surtout au début du projet. Et c'est pareil, ça c'est comme aller voir le banquier au début. Beaucoup de personnes ne le font pas et après on se pose beaucoup de questions. Une fois que c'est acheté, c'est plus compliqué à revendre parce que vous allez avoir d'autres critères qui rentrent en jeu et qu'on verra plus tard dans cet événement. Donc tout le mois de juillet pour le coup, où vous allez avoir des vidéos tous les jours. Donc voilà, donc laissez-moi en commentaire toutes vos questions simplement ou vos remarques qui peuvent être également constructives pour la suite de cet événement qui perdure jusqu'à la fin du mois de juillet sur lequel je vais faire une vidéo par jour pour le coup. Donc voilà, ce que vous devez faire maintenant, c'est cliquer en description pour pouvoir accéder simplement au lien et pouvoir sécuriser votre place sur un événement que j'organise, donc samedi, ce qui est une webconférence sur tout le parcours de l'acquisition, sur lequel vous allez pouvoir savoir comment faire des économies sur la négociation, donc jusqu'à 12 000 € d'économies sur la négociation, également jusqu'à 9 000 € d'économies sur vos conditions d'emprunt. Et vous allez avoir d'autres informations qui sont essentielles sur un projet, de par mon expérience personnelle et professionnelle, et également celle de mes clients, notamment une étude de cas, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, Marie qui fait des économies, 1 872 € d'économies par an. Donc voilà, ça, ce sont les choses qui sont importantes. Également, si vous avez toute question, je vous invite à m'appeler à ce numéro de téléphone, donc 06 95 36 38 23, ou m'envoyer un mail à contact@coachimo.co. Donc faites-le, venez, appelez-moi et on pourra en discuter ensemble. Comme je vous ai dit dans les commentaires, vous posez vos questions, vous m'envoyez un message pour qu'on puisse y répondre le plus simplement possible. Et donc du coup, faites ça vite et puis inscrivez-vous vite à la conférence parce que les places sont limitées d'un point de vue technique. Le logiciel ne permet pas de faire plus. Et donc du coup, je vous invite réellement à être présent donc samedi prochain parmi nous. Très bonne journée et puis demain.